Bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition du lundi 18 février au sommaire. Ce soir, ouverture d'un atelier pour accompagner les personnes handicapées dans les systèmes éducatifs. Également dans l'actualité de ce 22h, l'ONU annonce un accord sur le retrait des forces en présence à Hodeida, au Yémen. Mais avant de développer ces titres, ce communiqué du ministère de l'Intérieur, suite à certaines rumeurs sur les réseaux sociaux, le ministère de l'Intérieur a publié un communiqué de presse suivant, je cite, « le ministère de l'Intérieur tient à rassurer la population djiboutienne, où qu'elle soit, contre les rumeurs infondées des possibles menaces terroristes circulant ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Il porte à la connaissance de la population que la sécurité des biens et des personnes sur l'ensemble du territoire national est assurée dans les conditions habituelles. Les risques d'actions terroristes existent comme partout dans le monde, mais nos forces de sécurité et de défense restent vigilantes pour montrer toutes les menaces s'apprêtant à perturber la quiétude de notre pays. Le ministère de l'Intérieur saisit cette occasion pour assurer et mettre en garde toute personne diffusant des fausses informations susceptibles de nuire à l'ordre public et l'expose à des poursuites judiciaires telles que prévues par le Code pénal. » Fin de citation. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mahamad a reçu dans le salon d'honneur de la primature aujourd'hui dans l'après-midi le conseiller Afrique du président de la République française Emmanuel Macron, M. Franck Paris, introduit par l'ambassadeur de Djibouti de France à Djibouti, M. Christophe Guilou. La rencontre entre le Premier ministre et le conseiller Afrique à l'Élysée s'est déroulée en présence du secrétaire général de la primature, M. Naguib Abdallah Kamil, du directeur du cabinet du Premier ministre Youssouf Aouled, ainsi que le conseiller du Premier ministre Ali Sidaï. Des sujets et des discussions entre les deux hommes ont porté par la suite sur les relations bilatérales entre les deux pays, non sans évoquer leur partenariat historique. Abdelkader Kamil Mahamad a mentionné l'appui de la France dans plusieurs domaines, notamment la défense. Par ailleurs, d'autres dossiers de l'actualité régionale telle que la guerre au Yémen et la menace terroriste ont été discutés. Enfin, le déplacement du président français dans la région et plus précisément sa venue à Djibouti dans le courant du mois de mars a été évoqué. À ces propos, porteur d'un message personnel du chef de l'État français à son homologue djiboutien, Franck Paris a partagé avec le Premier ministre le souhait du président Macron d'échanger avec le président Guelleh et s'imprégner de sa vision sur la situation régionale avant de poursuivre son périple est-africain vers l'Éthiopie. La radio-télévision de Djibouti se met à l'ordre de la transformation digitale des médias. Face à l'évolution constante de l'Internet et l'apparition du web social, la popularité des médias est en train de perdre du terrain. Ainsi, la radio-télévision de Djibouti, comme toutes les chaînes planétaires, doit faire face à de nombreuses mutations en termes d'usage de technologie, mais aussi d'évolution démographique et économique. Certains bouleversements sont directement liés au numérique. C'est pourquoi la radio-télévision de Djibouti a décidé d'adapter sa stratégie à ce nouveau paysage télévisuel en profonde mutation numérique avec le lancement officiel aujourd'hui de son nouveau portail interactif et de son application. Cette application est la pierre angulaire de la stratégie digitale de la RTD qui donne des services innovants aux téléspectateurs à travers ses principales chaînes TV et radio également. Outre la télévision, la diffusion en direct proposée par RTD Mobile, plus de 1500 heures de programmes pourront visionner chaque mois en replay ou télévision de rattrapage. La RTD travaille aussi sur d'autres services qui seront bientôt disponibles aux téléspectateurs, comme les guides électroniques des programmes, le filtrage automatique, la téléachat, pour ne citer que cela. Autre actualité de ce 22h, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a parrainé aujourd'hui une cérémonie de remise de certificats à quelques 600 jeunes qui ont suivi une formation anglais professionnelle durant 6 mois à l'Institut Oxford pour les formations et la consultance.
Plusieurs personnalités ont pris part à la cérémonie, dont notamment M. Mohamed Abdillahi Waïs, secrétaire général à la présidence, M. Roblé Mohamed Ali, directeur de l'Institut Oxford pour les formations et les consultances, les hauts cadres et responsables du MENFOP et les 600 jeunes qui ont achevé leur formation avec succès ont été également conviés. La formation initiée par le chef de l'État, Ismaël Marguelé, lors d'une rencontre débat avec la jeunesse djiboutienne en mars 2018. Le MENFOP, qui a été chargé d'organiser cette formation, a signé un partenariat avec l'Institut d'Oxford pour les formations et les consultances afin d'assurer une formation en anglais professionnel au profit de 600 jeunes diplômés qui ont été sélectionnés sur la base de leur dossier de candidature et de tests d'aptitude. Les 10 meilleurs jeunes formés ont reçu leur certificat et les cadeaux offerts par le ministre et les officiels présents à cette occasion. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, était particulièrement fier des jeunes qu'il a félicités pour leurs efforts. Écoutons à présent le ministre. La valorisation des ressources humaines constitue pour Djibouti un enjeu stratégique des politiques sociales et économiques. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Marguelé, a mis l'accent sur l'enseignement technique et la formation professionnelle et bien sûr a pris cette décision de mettre la formation professionnelle au rang de priorité nationale. Inch'Allah, nous continuerons nos efforts pour garantir la formation de toutes les couches sociales du pays afin de répondre aux besoins du marché de l'emploi en main-d'œuvre locale, employable et de lutter par la même occasion contre bien sûr l'exclusion sociale de nos concitoyens, quel que soit l'âge et quel que soit le sexe. Mesdames et messieurs, les données sur l'emploi mettent en évidence l'importance non seulement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, mais également encore son adaptation à la situation économique et sociale du pays. D'où la nécessité de faire appel à l'ensemble des acteurs autour de la mise en place ou de la refondation d'un système national de l'enseignement technique et de la formation professionnelle efficace et performant. La mobilisation des différents acteurs, tant au monde de l'éducation que du monde du travail et de la société civile, permettent donc la prise en considération des attentes et des besoins de la population ainsi que des entreprises autour d'un projet de société partagé et en continuelle progression. C'est ainsi que nous avons fait appel à l'Institut Oxford dans la réalisation du vaste plan de formation à l'échelle nationale devant permettre à nos jeunes de bénéficier d'une remise à niveau et du perfectionnement en langue anglaise. À tous les formateurs qui ont participé à ces formations, je leur remercie et loue bien sûr leur professionnalisme. La Cour des comptes s'est réunie en audience solennelle hier dans la salle d'audience de la juridiction financière. L'événement a vu la participation du garde sceaux et des affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, Moumine Ahmed Cher, et tous les magistrats de la dite cour. L'audience solennelle avait pour objet de faire le bilan des activités de l'année écoulée d'une part et annoncer les orientations stratégiques ainsi que les grandes lignes de son programme de contrôle d'autre part. La Cour des comptes a réalisé près d'une vingtaine d'audits dont le résultat s'est traduit par la production de 2 rapports publics, en plus des rapports sur l'exécution de la loi des finances. À travers ces contrôles, la Cour des comptes a brossé un état des lieux profond de la gestion des finances publiques et de la gouvernance du secteur des établissements et entreprises publiques. Elle a émis plus de 200 recommandations. La première présidente de la Cour des comptes, Mme Ismahan Mahmoud Ibrahim, a dans son allocution mis en exergue que son institution a aussi inscrit au premier plan de ses activités l'évaluation de sa performance et de ses besoins en renforcement des capacités. Son champ d'activité et de contrôle en même temps pour l'année à venir. Donc c'était l'occasion et l'opportunité aujourd'hui de répondre à cette obligation légale et donc de faire une audience solennelle de la Cour des comptes.
Et maintenant, je vous emmène à la Ville Blanche où dans le cadre de sa tournée dans la région de Tadjoura, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, et son collègue délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Alamis, la représentante de l'UNICEF, Mme Janabou Baoundé, qui préside aussi le groupe local des partenaires de l'éducation, ont visité les localités de Mangour et de Hagandé dans la journée d'hier. Les autorités locales, à savoir le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Banoïta, et le président du conseil régional, Omar Hussein, ainsi que le haut cadre des responsables des deux ministères ont également pris part à cette visite. L'occasion pour la délégation de constater de visu les conditions de vie des populations locales qui n'ont pas accès aux services sociaux de base. L'occasion pour les deux ministres et la haute responsable onusienne de prendre langue avec les notables, les chefs coutumiers et la communauté locale pour s'enquérir de leurs doléances et leurs difficultés les plus urgentes. Des échanges qui ont permis de faire le tour des besoins urgents de ces communautés en infrastructures de base comme des écoles. L'occasion pour M. Moustapha Mohamed Mahmoud de donner des gages à ces populations à travers notamment sa politique d'instauration des systèmes des écoles rurales qui drainent autour d'elles l'ensemble des services sociaux de base comme les postes de santé, les forages et retenues d'eau potable et les moyens de subsistance et notamment les activités génératrices de revenus mais aussi des moyens de transport et de communication ont été également brossés. Le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Alamis, a mis l'action sur la feuille de route du chef de l'État en matière de décentralisation, une politique basée sur la satisfaction des besoins de l'ensemble des communautés rurales en leur rapprochant ces services de base. Et qui pour nous est une chose que la population attendait depuis très longtemps et dans le cadre de la politique du président de la République qui consiste à rapprocher les infrastructures de l'État, à faire en sorte que tout Djiboutien, où qu'il soit, ait accès, comme ceux des villes, à l'école, aux soins et à toutes les priorités, que ce soit l'accès à l'eau, surtout qui sont à un niveau de décision. Il voulait constater des visus réellement, concrètement, si par rapport aux doléances qui ont été transmises depuis longtemps, si cette doléance correspond exactement à ce qui est sur le terrain. Donc aujourd'hui, les ministres, à travers cette tournée, les deux ministres ont vu de visu qu'il y avait beaucoup d'enfants. Et dans un mot prononcé en langue locale, le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Alamis, a remercié la population pour l'accueil. Donc, il a précisé également que le gouvernement djiboutien est solidaire dans toutes les actions exécutées au profit de la population vivant dans les zones reculées du pays. Il a mis l'accent sur la feuille de route du chef de l'État, Ismaël Marguelé, en matière de décentralisation qui a pour objectif, selon lui, l'amélioration des conditions de vie de toute la population sur l'ensemble du territoire. Il a félicité son collègue de l'éducation pour ce déplacement dans cette zone avec une vingtaine de ses collaborateurs pour s'enquérir de la situation concernant l'éducation. Partant de la feuille de route du chef de l'État, l'infrastructure éducative qui sera réalisée à Hangandé permettra la création et la concrétisation de d'autres secteurs de développement de base, à l'instar de l'amélioration de l'accès de l'eau et la santé, etc. Il a mis l'accent sur l'impérieuse nécessité pour la communauté locale de s'approprier et d'assurer également une gestion propre de ces infrastructures de base une fois construites. Fin de citation. Et pour sa part, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a précisé que le plus grand souci du chef de l'État est que chaque citoyen puisse avoir les conditions de vie de base identiques sur l'ensemble du territoire. Les populations reculées ont les mêmes droits que ceux de la capitale et les chefs-lieux. Ceci est un devoir pour l'État et le gouvernement qui fait tout donc pour la mise en œuvre de cette politique inclusive, a-t-il indiqué. À ce jour, le ministre a précisé que son département fait le maximum pour satisfaire le besoin des infrastructures éducatives et continuera à le faire à l'avenir avec la réalisation d'une école à Hangandé. Un atelier pour accompagner les personnes en situation d'handicap dans les systèmes éducatifs. C'est ce qu'a donc précisé cet atelier qui s'est ouvert ce matin à l'Institut supérieur de sciences de santé, l'ISS.
Cet atelier a été placé sous le parrainage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, avec la participation de M. Dehalez Ed Mahmoud, directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, des responsables des départements ministériels concernés et le directeur de formation sanitaire du centre de simulation de santé de la Croix-Rouge française a été également présent, M. Mohamed Abdelrahman. Une thématique qui est vraiment très chère au président de la République, et M. Ismaël Omar Guelleh, son excellence, qui est autour du dispositif inclusif autour du handicap. Cette mission, en tous les cas, a pour objet de faire un audit de tous les dispositifs inclusifs qui concernent autant le parcours scolaire, mais aussi également le parcours professionnel sur Djibouti par rapport aux citoyens qui sont en situation de handicap. Je dirais, c'est une mission de courte durée qui a pour objectif essentiellement de poser un diagnostic de besoins en termes de professionnalisation des acteurs qui sont là, en tous les cas, pour essayer de scolariser ces étudiants, ces élèves qui ont des besoins particuliers à Djibouti. Sans transition sur ce sujet, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, s'est félicité de l'organisation d'un tel atelier. Il a remercié les partenaires pour l'accompagnement des personnes à besoins spécifiques. Voici ses propos. En train de travailler sur un programme très important. Le handicap est souvent vécu par les familles, surtout quand ils ont des enfants handicapés, parfois comme une honte, parfois comme une difficulté. Et souvent, nos sociétés rejettent les personnes handicapées parce qu'il faut que ces personnes soient suivies, que ces personnes soient encadrées, que ces personnes soient formées. Je pense que l'initiative du président de la République de créer l'Agence pour les handicapés est très honorable. Elle est très honorable pour ne pas laisser en marge les jeunes filles, les jeunes hommes qui sont capables de jouer un rôle dans le développement de notre société. Je voudrais vraiment remercier également l'Institut régional de formation sanitaire et sociale qui nous a toujours accompagnés, pas uniquement pour ce projet, mais qui a fait également de l'Institut des sciences de la santé ce qu'il est aujourd'hui et dans tous les domaines. Le directeur qui est donc notre ami Abdelrahman Moussa qui est avec nous ce matin et les deux consultantes qui le suivent vont essayer à travers cet atelier de réfléchir avec vous quels sont, sans copier un modèle déjà prédéterminé, quel est le modèle le plus adéquat pour Djibouti. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble dans notre situation pour, dans un premier temps, former les gens qui vont accompagner ces handicapés et, dans un deuxième temps, penser à une maison du handicap où les gens qui sont dans des situations particulièrement difficiles puissent avoir une institution qui puisse les héberger et donc accompagner ces cas difficiles pour qu'ils puissent à l'avenir s'insérer. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cette réunion des experts et des points focaux prenant part à la conférence sur les centres d'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique. C'était au Djibouti Palace Kepensky ce matin, réunion présidée par le conseiller technique du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, M. Fahmi Ahmed. La réunion a été organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en partenariat avec l'AUA, l'Association des universités africaines. C'est le 10e atelier des centres d'excellence africains, CEA, et le lancement de CEA Impact qui se dérouleront du 18 au 26 février prochain. Le projet des centres d'excellence africains, CEA, a été lancé par la Banque mondiale en 2014 dans le but de soutenir les filières de l'enseignement supérieur spécialisées dans les domaines de la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, mais aussi l'agriculture et la santé. Santé à présent, où le ministre de la Santé, Dr Jama El-Mouki, a convoqué hier l'ensemble des directeurs des hôpitaux et des directeurs centraux dans le cadre d'une réunion préparatoire de l'atelier national sur la riposte intégrée contre le paludisme. Suite au pic récent de notification des cas de paludisme qui ont été enregistrés au niveau des structures sanitaires, le ministère de la Santé entend déployer un vaste plan de riposte globale sur tout l'étendue du territoire en vue d'endiguer rapidement la propagation du paludisme. S'appuyant sur la nécessité d'une réponse urgente et efficace, le ministre de la Santé, Dr Jama El-Mouki, a émis des directives claires en vue de mobiliser tous les moyens et toutes les forces disponibles pour assurer le plein succès au plan de riposte contre le paludisme. Les différentes directions
Et nous préconisons, le ministre lui préconise d'avoir une lutte multisectorielle et d'impliquer les départements concernés tels que l'environnement, l'agriculture, le ministère de l'Intérieur, la décentralisation. Autre atelier, cette fois-ci organisé par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, chargé des ressources hydrauliques. Ce matin, cet atelier de validation du protocole national de suivi et d'évaluation du secteur eau, assainissement et hygiène en milieu rural. L'atelier qui s'est ouvert aujourd'hui durera pendant 3 jours au Sheraton Hotel de Djibouti. Cet atelier de validation a été ouvert par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, M. Ibrahim Elmi Mahamad, en présence de la directrice de l'hydraulique rurale, Mme Souad Suleiman, et la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Mme Janabou Mayonti. L'objectif de l'atelier consiste donc de définir le cadre du massacre de la performance des indicateurs au secteur en milieu rural et de définir de façon consensuelle les procédures de collecte, de traitement, d'analyse et de diffusion des données afin de renseigner sur l'efficacité du secteur en comparant les résultats obtenus avec le niveau de mobilisation des ressources humaines. Et notamment l'USAID. En vue de répondre aux soucis des autorités publiques et des acteurs du secteur à disposer des informations probantes en temps réel sur les progrès réalisés et les résultats atteints, nous sommes accordés avec la direction de l'hydraulique rurale sur la mise en place d'un système de suivi et évaluation pour le secteur eau, assainissement et hygiène en milieu rural. Prenons la parole à cette occasion. Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage chargé des ressources hydrauliques, Ibrahim Elmi Mahamad, a dans son discours tenu à remercier l'USAID pour son soutien financier à l'élaboration du protocole national à travers l'UNICEF, ainsi que les autres partenaires qui interviennent dans ce domaine. Écoutons le secrétaire général. L'éradication de la soif et la facilité d'accès à l'eau potable et l'assainissement constituent l'une des priorités absolues du gouvernement, notamment le ministère de l'Agriculture. Faire de ce vœu une réalité concrète et mettre les populations rurales à l'abri des difficultés liées au stress hydrique sont les nobles missions que poursuit sans relâche le ministère de l'Agriculture à travers la direction de l'hydraulique rurale, jusqu'aux coins les plus reculés de notre territoire national. En outre, les différentes activités menées dans le cadre du développement du secteur ont permis d'atteindre des succès appréciables, en particulier dans le domaine des réalisations des ouvrages. Mais malheureusement, le secteur continue de souffrir de l'insuffisance de la fiabilité des données pour définir les cadres des mesures de la performance des indicateurs du secteur en milieu rural, qui se présente un obstacle majeur du développement durable. Cette année, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, en collaboration avec l'UNICEF, a célébré pour la première fois à Djibouti la journée mondiale pour un Internet plus sûr, Safe Internet Day, et marque également dans le monde sa 16e édition. La journée a eu lieu hier, dimanche, au Centre de développement communautaire du quartier 4 et a pour objectif de conscientiser les jeunes internautes et leurs familles sur les dangers multiples des réseaux sociaux. Pour cette première année, la thématique 2019 de cette année est Ensemble pour un meilleur usage d'Internet. Cette journée riche en échanges et recommandations dans le cadre de la préservation de nos jeunes des méfaits et des perversions présents dans la communication digitale était clôturée par la remise de kits de jeux par l'UNICEF au bénéfice de plusieurs jeunes sur place. Dans notre pays, une journée intitulée « Pour un Internet plus sûr ». Cette journée est célébrée dans le monde le 6 février de chaque année dans 140 pays. J'espère que notre pays va être le 140e pays à prendre les flambeaux. La journée pour un Internet plus sûr vise à sensibiliser le public et surtout les jeunes à utiliser la technologie de manière responsable, respectueuse, critique et créative. En tant que jeune participante à cette journée, je m'engage personnellement d'être une ambassadrice pour influencer, sensibiliser, prévenir les jeunes sur l'usage de l'Internet. D'autre part, nous voudrons que notre ministre puisse parrainer cette action de célébration chaque année afin de mobiliser l'opinion publique et de protéger les jeunes contre les risques liés à l'utilisation de l'Internet. Dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat à Djibouti, l'ambassade des États-Unis d'Amérique a organisé jeudi soir une vidéoconférence au sein de la Chambre de commerce de Djibouti sur les différents outils marketing disponibles aux jeunes entrepreneurs djiboutiens. La formation a porté sur les moyens de maximiser leurs impacts sur leur marché grâce à une bonne stratégie de marketing numérique.
Des experts américains en marketing ont animé cette vidéoconférence avec la participation des jeunes entrepreneurs djiboutiens. Et de les apprendre toutes les techniques qu'il faut pour devenir un entrepreneur sur le long terme. Donc ce soir, l'activité qu'on a eue, c'était de leur apprendre comment booster leur marketing, leur stratégie de marketing, comment pouvoir accroître la capacité de leurs entreprises sur le marché local. Donc nous pensons que ce sont des skills et des stratégies d'entreprise dont ils auront besoin pour pouvoir booster leur confiance en eux-mêmes surtout et booster leur entreprise sur le long terme. Donc l'American Corner de Djibouti est un centre qui, entre autres, compte apprendre à des jeunes entrepreneurs comment booster leur entreprise, mais aussi comment apprendre l'anglais et d'autres skills dont ils auront besoin sur le long terme. Cérémonie de prestation de serment. Une cérémonie de prestation de serment a eu lieu ce matin dans la salle d'audience de la Cour d'appel au Palais de Justice. Cette cérémonie présidée par la présidente de la Cour d'appel, Nim'a Ali Warsama, avait pour objectif de nommer M. Omar Ahmed Cheikh comme magistrat au 2e grade de la magistrature, conformément à la loi qui régit à la nomination d'un magistrat au sein de l'instance judiciaire du pays. Étaient également présents les magistrats de la Cour d'appel, les avocats, la présidente de la Cour d'appel, Nim'a Ali Warsama, à faire jurer de nouveaux magistrats, en l'occurrence Omar Ahmed Cheikh, pour travailler en toute justesse et loyauté en respectant la loi du pays. Dans le cadre de la lutte contre la délinquance itinérante, le 16 février 2019, à 6 h du matin, les enquêteurs de la brigade Cheikh Moussa et ceux de la brigade PK12 Nord ont interpellé un multirécidiviste connu dans le milieu de la contrefaçon des billets de banque. En effet, il s'agit de l'aboutissement d'une enquête de longue durée qui a débuté en début de mois de janvier. Pour ce faire, les enquêteurs de la brigade Cheikh Moussa ont effectué une opération appelée dans le jargon une transaction surveillée. Au cours de celle-ci, les gendarmes ont d'abord loué une chambre au PK12 pour éviter tout soupçon de la part de fausseurs. Ensuite, ils se sont fait passer pour des commerçants souhaitant acheter des billets, des faux billets des banques. Le contrefacteur, ayant mordu à l'hameçon, a commencé à produire les faux billets en échange d'une somme d'argent en vrais billets que les gendarmes lui ont fourni. À l'issue de la fabrication d'une somme de faux billets de 10 000, de 2 000, il a été interpellé par les enquêteurs en planque devant la chambre louée. Au cours de son audition, le criminel a déclaré qu'il se livre à ce commerce depuis 2013 et qu'il était arrêté déjà pour ce fait. Selon lui, il a écoulé une importante somme d'argent sur le marché local. Au cours de cette opération, 3 ordinateurs portables, un scanner puissant avec impression en couleur de marque HP, une clé USB contenant des imprimés des billets de 10 000, 5 000, 2 000 et 1 000 francs et de l'emblème national imprimé sur les billets de la banque, ainsi qu'une somme d'argent en faux billets de banque ont été saisis. L'individu interpellé sera présenté devant la justice pour contrefaçon des billets de banque ayant cours légal en République de Djibouti. Nécrologie pour clore l'actualité nationale, c'est avec une immense tristesse que nous avons appris la disparition à Djibouti de Ismaël Elmi Bobakir, ancien fonctionnaire de l'État. Né en 1948, il laisse derrière lui une veuve, 2 enfants et plusieurs petits-enfants, prenant part à la douleur de sa famille. Donc nous adressons nos plus vives condoléances à la famille, aux proches du défunt. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Yémen, l'ONU annonce un accord sur le retrait des forces en présence à Hodeïda. L'ONU a annoncé que le gouvernement yéménite et les rebelles Houthis se sont entendus sur la phase 1 du redéploiement de leurs forces prévues par l'accord de décembre dernier. Sur le statut de la ville portuaire de Hodeïda, le gouvernement yéménite et les représentants des rebelles Houthis sont parvenus à cet accord sur la première phase du redéploiement de leurs forces prévues par l'accord conclu en Suède sur le statut de la ville portuaire de Hodeïda à l'ouest de ce pays. C'est ce qu'ont annoncé les Nations Unies. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.